Bonjour tout le monde, merci d'avoir bravé la pluie. Elle s'arrête là, c'était juste pour Waterworld, qu'on a un petit peu discuté avec Météo France pour se mettre dans le contexte. Donc on savait qu'on n'aurait que les motivés pour venir parler de monde océan. Alors c'est une table ronde un peu particulière, mais c'est ça qu'on aime bien faire aussi à Hypermonde, c'est qu'on a vraiment des invités avec des profils très différents que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, on a Sylvie Poulain, qui est autrice de science-fiction, de fantasy, d'imaginaire, hein, surtout. Ouais, en général. Voilà. J'aime bien. Alors je vais vous montrer donc à l'issue de la table ronde, je pense que tu vas aller dédicacer tes ouvrages qui sont au stand de Mola, non? Non, je suis sous la tente Arrakis. Au stand du Basilic. À la librairie du Basilic. Alors ouais, ça c'était. Mais je le passe parce que ça. Il y a Benjamin qui vous remontrera ça plus tard, donc je ne veux pas le spoiler. Vous verrez, vous êtes obligé d'aller à la conf de Benjamin. Donc voilà deux couvertures. C'est un cycle qui est terminé ou qui continue, Confluence? Non, c'est une duologie, donc c'est complet. D'accord. Voilà, donc qui met en scène un monde futuriste où la surface terrestre est inhabitée. Ça va être une annonce très très longue, je pense. Elle va lire un extrait d'un livre, je pense. J'en profite pour vous lire la préface de Confluence. Voilà. Donc, ouais, super. Ou au moins ici, si c'est possible. Voilà. Donc, donc Confluence. Je peux t'en laisser plutôt nous dire quelques mots sur le livre. Oui, c'est un cycle de science-fiction qui se passe au XXIe siècle, où j'ai imaginé en fait que l'humanité a fini de polluer l'atmosphère et puis de dérégler le climat, jusqu'au point où la surface est devenue inhabitable et où le processus s'est déroulé trop vite, s'est emballé, de telle sorte que l'échappatoire spatial n'a pas été possible. Donc le seul refuge restant se trouve sous l'eau. Et c'est quand même un traumatisme assez énorme et commun pour l'humanité d'avoir perdu la surface. Donc ça représente une claque suffisante pour que l'être humain essaye enfin d'apprendre de ses erreurs et puis de s'installer de développer une nouvelle société dans des cités interdépendantes basées sur la coopération et la préservation de l'environnement. Et tout ne se passe pas comme prévu, évidemment. Super. C'est un peu ce que les dauphins ont fait, non? Ils sont montés à la surface et puis au bout d'un moment, ils ont dit non, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est nul ici, redescendons. Ils sont retournés dans les océans. Et alors, donc du coup, dans cette table ronde, vous allez devoir vous coltiner deux scientifiques, mais tu as l'habitude, puisque tu as participé à un projet, une résidence d'écriture, qui s'appelle Amazonie spatiale. Donc pareil, le livre est en vente. Tu peux nous dire aussi quelques mots là-dessus? Oui, alors ça c'était l'année dernière, c'était en 2023. C'était une résidence d'écriture un peu originale puisqu'elle était mi-dématérialisée et mi-itinérante, qui regroupait sous le patronage de l'Agence spatiale européenne 14 auteurs de tous horizons. Il n'y avait pas que des auteurs de SF, il y avait aussi des auteurs de Blanche ou des poètes et des auteurs de théâtre même. Avec une cinquantaine de scientifiques du milieu spatial pour essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'aventure spatiale en 2075 avec un a priori positif, c'est-à-dire en prenant en compte les dynamiques environnementales et sociales qui sont aujourd'hui. Et on ne voulait surtout pas parler de planète B et d'installation sur Mars. Bien sûr. Donc des scientifiques et aussi des astronautes, je crois qu'il y avait Claudie Aigneret. Il y avait Claudie Aigneret, oui. Ouais. Super. Et vous avez été en Guyane, à Kourou. Vous avez pu assister à un lancement ou pas? Ils sont non, souvent retardés les lancements. On a raté le lancement d'Ariane 6. Il était dans le créneau au début et puis il a été décalé. Mais on a visité le centre spatial, c'était fou. Ouais. Super. Et alors, un truc incroyable, c'est que... Alors, je crois que tes deux carrières sont séparées. Tu continues pas aussi, mais non, Sylvie, elles sont complètement séparées. Oui. Sylvie a été pilote d'hélicoptère dans l'aéronautique, dans la marine. Dans l'aéronautique navale. Dans l'aéronautique navale. Donc, est-ce que cette image qui n'a rien à voir avec toi
pourrais rendre compte de certaines choses que tu as faites? C'est pas le bon hélicoptère, mais ouais, tout Oui, à fait. je me suis dit que j'avais... Parce que ça doit être un hélicoptère américain, j'imagine. Ouais, je pense. Voilà. Ou si ça se trouve, c'est une IA qui a fait ça, ça devient compliqué de trouver des images. Voilà. Et donc, j'imagine toute ton expérience de la technologie, des véhicules maritimes, etc. Ça infuse un peu tes récits de Confluence. Complètement, oui. Bah, au départ, c'était ça que je voulais retracer dans un récit de SF, c'était la vie embarquée en équipage, puisque en fait, tous les bateaux de la Marine nationale sont capables d'accueillir un hélicoptère à partir d'une certaine taille. Et donc, on embarque pendant des durées d'une semaine à plusieurs mois. On s'intègre vraiment à l'équipage. Et je voulais retracer ça, ramener un univers sous-marin. Pas mal quand même. Moi, je suis nul en pilotage d'hélicoptère. Moi, je suis nul en astrophysique. Ah tiens, alors du coup, je passe à Sean. Vous êtes mis dans le banc. Donc Sean, c'est un collègue à moi. Il est 2 bureaux à côté du mien. T'as plusieurs nationalités. T'es américain, irlandais, mais en fait, t'es aussi un peu français, suisse et tout ça. Et c'est vraiment un des grands, il vous le dira pas, mais c'est un des grands experts mondiaux de la formation du système solaire et de la formation des systèmes autour d'autres étoiles, des systèmes planétaires autour d'autres étoiles, de l'évolution de ces systèmes planétaires, de comment le système planétaire a évolué jusqu'à nos jours. Et il est aussi très connu pour avoir beaucoup étudié la question de l'origine de l'eau sur Terre, c'est-à-dire... tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus. C'est quoi le mystère par rapport à l'eau terrestre? Alors, ce que j'ai représenté, ce que j'ai pris ici, c'est que c'est marrant, c'est que la Terre, c'est à la fois une planète océan, parce qu'elle recouvre 70% de la surface, et si vous la voyez sous un angle où vous voyez juste l'océan Pacifique, vous pouvez carrément voir une planète océan. Par contre, si on enlève toute l'eau et qu'on la met dans une petite sphère à côté, ça fait une bille de 100 km de diamètre. Donc c'est quand même pas beaucoup la quantité d'eau sur Terre, c'est moins de 0,1% de la masse de la Terre. Donc vous imaginez voilà, un caillou de la taille d'un pamplemousse et vous mettez une goutte d'eau dessus. Donc on a l'impression que c'est un monde océan, et ça l'est pour nous, et ça l'est encore plus pour les habitants de Confluence. Mais une des grandes questions, c'est est-ce qu'on a envie dans une planète riche ou pauvre en eau? Et ça, c'est le genre de choses que tu étudies. Oui, donc ça, c'est une des questions qui est grande et qui m'a passionné lors de ma thèse et encore maintenant. C'est que si on veut une planète qui a la possibilité d'avoir l'eau liquide en surface, donc on remonte dans le temps, on se dit comment s'est formée cette planète. Et si on regarde dans les conditions de formation de planètes, là où c'est possible d'acquérir de l'eau, il faut que l'eau soit en fait solide et non liquide, parce que dans l'espace, quand il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a que du gaz ou de la glace. Et à l'endroit où la température sera bonne pour avoir de l'eau liquide en surface, il n'y a pas d'eau solide, il fait trop chaud. Donc pour cela, on pense que les briques de construction de la Terre étaient vaguement sèches en fait. Et donc pendant longtemps, l'enjeu c'était d'où est venue l'eau sur Terre. On pense qu'il doit y avoir eu un apport de quelque part plus loin du Soleil envers la Terre pour amener cette eau qui est précieuse pour nous et qui nous tombe dessus quand on vient en vélo, bien sûr. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Et depuis 20 ans que j'étudie ça, il y a plein d'aspects qui ont changé, de perspectives qui ont changé un petit peu. Et on peut discuter de ça en détail, mais ça c'est l'enjeu général de l'origine de l'eau terrestre. Super. Et alors, Sean a une autre facette, c'est que... alors, il a plusieurs autres facettes. D'abord, il a créé un site, un blog qui s'appelle planetplanet.net, alors qui est en anglais, on réfléchit à le faire traduire, où il parle un peu de sa recherche sur la dynamique des planètes, la formation des planètes, mais il a beaucoup de liens avec la science-fiction. D'abord parce que parfois, il va... regarder un petit peu les mondes de science-fiction et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue scientifique. Mais aussi, parfois, tu fais un peu tu imagines des systèmes un peu... Je crois que j'ai un autre slide là-dessus. Non, ça sera pour après. Comme la fois où tu t'es demandé combien de planètes habitables on pouvait mettre autour d'un soleil et tu arrivais à en mettre 1 million ou un truc comme ça. Mais quand même, tu n'as pas fait ça d'une façon très autorisée. Oui, donc ça c'était juste une expérience de pensée que j'ai fait, et j'ai fait quand Franck et moi on partageait un bureau, donc il connaît très bien. Mais l'idée c'était, donc on a un système solaire, on a une planète qui est habitable, on le sait parce qu'on est là.
Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui sont potentiellement habitables? Il faut demander à des personnes comme Benjamin Charnet peut-être, si dans le passé Mars était peut-être habitable ou ce genre de choses. Donc c'est possible, peut-être Vénus, Mars dans le passé. On peut imaginer qu'ils étaient habitables, mais si on voulait créer un système à partir du début, comment est-ce qu'on pourrait former un système qui aurait le maximum de planètes habitables, qui resterait stable? Donc on peut se permettre de les placer là où on veut, mais après on les relâche et c'est la gravitation et c'est les forces naturelles qui dominent. Et donc j'ai joué beaucoup à ça et j'ai fait tourner plein de simulations NCORE pour vérifier que c'était bien des systèmes stables. Et j'ai pu créer des systèmes avec des dizaines ou même des centaines de planètes habitables autour d'une même étoile. Et ça peut monter à des millions si on met des trous noirs et ce genre de choses qui sont un peu ridicules. Et en fait, l'idée en faisant ça, c'est que du coup, on apprend justement sur les forces gravitationnelles, sur les orbites. On comprend plein de choses en jouant comme ça à construire bien sûr des mondes impossibles. Mais voilà, il y a un super jeu là-dessus. Et en fait, une autre facette de Sean, c'est qu'il écrit des poèmes. Donc, alors, il a emmené des exemplaires de livres. Donc, peut-être que tout à l'heure, tu pourras suivre Sylvie et Théo et te mettre à côté pour dédicacer ton livre. Alors, c'est des poèmes en anglais, mais c'est des poèmes sur sa recherche. Et pour l'anecdote, avant-hier, il y avait l'étudiante de thèse qui travaillait avec Sean, qui s'appelait Sarah Jouaré, qui a fait sa soutenance de thèse. C'est sur un moment très émouvant. Et comme cadeau de thèse, il lui a fait un poème. C'était très émouvant, elle a beaucoup pleuré. Et ces poèmes. Et alors, si vous connaissez, il a quand même sur son livre la préface de Neil deGrasse Tyson. Voilà, je trouve que c'est quand même assez classe. Pour ceux qui connaissent, c'est pas mal. Tu veux dire quelques mots sur ces poèmes qui sont illustrés par ton fils? Ah oui, c'est illustré par mon fils. Il y a un petit forward, je ne sais pas comment on dit. Une préface. Préface par Neil deGrasse Tyson, qui est bien connu aux États-Unis. Ici, il commence à l'être aussi. Ah, ouais. Oui, donc c'est ça. J'ai commencé à faire ça juste pour essayer de communiquer d'une façon qui est assez rigolote, mais avec la vraie science derrière. Et je lisais beaucoup de livres avec ce genre de rimes à mes enfants, parce qu'ils étaient du bon âge. J'ai commencé comme ça, et pendant le Covid, il fallait faire quelque chose. Alors j'ai pris mon fils, qui dessine assez bien, et il m'a fait des dessins. Voilà. Et donc, le troisième invité, c'est Théo, et Théo Drieux, qui est le créateur de la chaîne Balade Mentale, une chaîne YouTube, très bonne chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, où vraiment il vous parle de science en vous faisant rêver. Et je vais lui laisser en parler un petit peu de cette chaîne. Je crois que j'ai un autre slide, justement, où j'ai mis en avant les vidéos que tu appelais les mondes du dessous et celles sur les abysses, parce que l'océan, ça t'est pas indifférent. Non, ça m'est pas indifférent. J'ai grandi à La Réunion, j'ai vécu plus de 20 ans et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est moniteur de plongée qui m'a très vite dit « Viens, mets la tête sous l'eau ». Et c'est une expérience absolument extraordinaire à vivre. Et de fil en aiguille, en fait, un moment sur la chaîne avec une amie qui est journaliste et plongeuse, on s'est dit « Est-ce qu'on pourrait pas faire de la vulgarisation sous l'eau ?» Et donc on est parti dans un truc absolument improbable où on est allé faire des plongées de nuit en tournant dans des musées sous-marins. Je savais même pas que ça existe, mais il y a des artistes, maintenant ils commencent à être assez connus, Jason de Kerr-Taylor, qui fait des espèces d'énormes structures gigantesques en béton, qui a un béton qui est pensé pour que les coraux s'y fixent. Et il va immerger ça autour de 15-20 mètres de fond pour que ça reste accessible pour des niveaux 1. Et donc il a fait des trucs aux Canaries. Il y en a aussi maintenant dans le port de Marseille. Et en fait, quand la vie vient s'y greffer, ça fait des paysages absolument splendides. Un peu désarçonnant, ça peut être un côté un peu étrange, parce que c'est souvent des formes humaines. Mais du coup, comme il y a les éponges, les mousses, tout qui vient se greffer dessus, c'est fantastique. Et quelques mots sur ta chaîne, Balade Mentale? Ouais, Balade Mentale, alors c'est complètement improbable. Aujourd'hui, je suis youtubeur. Moi, à la base, je viens de la vulgarisation vraiment pure et dure. J'ai fait de la médiation scientifique et pendant 6 ans, 7 ans, je faisais des expos de sciences, un peu comme on fait à la Cité des Sciences. J'étais à l'école des mines de Saint-Étienne, où il y a un centre de sciences qui est dans un ancien calculateur là-bas, enfin une pièce un peu improbable qu'on appelle la rotonde. Et en fait, on faisait des ateliers vidéo avec les enfants. Moi, j'écrivais des histoires de vulgarisation plus pour les grands. Et puis un jour, je regardais beaucoup de choses sur Internet. Et bizarrement, ce qui m'a donné envie en fait de faire de la vidéo sur Internet, c'est pas les gens qui faisaient des trucs bien, parce que j'avais jamais tenu une caméra, je savais pas faire de montage, mais c'était des gens qui racontaient n'importe quoi.
Il faudrait que je les remercie un jour. Il y a vraiment, bon, je ne dirais pas son nom là, mais quelqu'un qui avait fait une vidéo sur les trous noirs. Je me disais, c'est pas possible de mettre une telle quantité de bêtises par phrase. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut poster des trucs. Mais les premiers trucs, vous pouvez faire la chronologie, les premiers trucs qu'on poste, c'est nul. Enfin, le fond est solide, mais la forme, c'est absolument amateur. Il n'y a pas de musique, c'est mal coupé. Enfin, et on faisait ça avec 3 bouts de ficelle avec mon collègue de l'époque. Et puis, 2 ans après, il y avait 30-40 000 abonnés sur la chaîne. Et comme j'étais arrivé au bout de mon 7e CDD, parce que l'État a le droit de faire des choses improbables. Il suffit un peu de changer les employeurs. Voilà, c'est ça. Et qu'ils n'avaient pas de poste de CDI, je me suis dit, je vais voir s'il y a un modèle économique. Et aujourd'hui, je vis de cette activité. Ouais, donc tu approches du 1 million d'abonnés. Je crois à la fin du mois, quelque chose comme ça. C'est Abonnez-vous, ça ira plus vite. Si vous voulez le faire. Ouais. Et alors, dans ce qui va suivre, je vais lancer en fait une vidéo, mais sans le son, et un montage qui m'a fait pour ne garder que certaines choses liées au sujet, et que je vais faire tourner. Ça vous donnera une idée de l'aspect purement visuel. Et si vous voulez en entendre plus, c'est tout à l'heure à midi et quart, je crois. Peut-être dans l'auditorium. Je crois midi et quart, quelque chose comme ça. En fait, il va présenter la quasi-totalité d'un épisode dédié aux exoplanètes, et qui est un projet en fait qu'on a fait ensemble de vulgarisation. Voilà, où un jour je suis tombé sur sa chaîne et je me suis dit mais c'est bien ça, c'est solide, et si on l'aidait en plus avec des consultants scientifiques pour que vraiment lui il est pas le fond, il est quelqu'un pour vraiment sur des choses assez précises avoir tout carré, il pourrait se focaliser sur la mise en scène, et nous ça nous donnerait une visibilité à ce sujet. Et voilà, on a démarré quelque chose, et vous pourrez en savoir un petit peu plus aujourd'hui à midi et quart. C'est 25 minutes qui résument un peu l'état de l'art, de ce qu'on sait, à quoi ressemblent toutes ces exoplanètes. Donc moi, j'ai noyé Franck sous un flot de questions, et il a bien voulu répondre à la plupart d'entre elles. C'était super. Et alors, tu écris aussi des livres. Tu as un livre ici de vulgarisation sur l'univers, et donc tu es aussi en dédicace, et vous pourrez aussi aller discuter avec lui et vous faire dédicacer. Et tu veux nous dire 2 mots sur ce livre ? Oui, c'est encore improbable. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'était juste pendant le confinement. J'avais du temps, et c'est un peu c'est une superposition de questions que je me pose sur l'univers. Donc il y a vraiment un peu de tout. Ça parle du Big Bang, ça parle des paysages passés de notre planète, ça parle du calendrier de Sagan, un peu plein de choses comme ça qui m'ont marqué. C'est très orienté espace et cosmologie, on va dire. Et si tu as le temps de manger entre-temps, c'est à 13h30, Benjamin, que tu fais une conf sur tous les visages passés de la Terre au cours de l'histoire, et ça peut t'intéresser. Et voilà, on a passé un peu de temps à les présenter, mais je pense que c'est déjà vachement intéressant de voir leur profil. Alors, tu as l'air de parler beaucoup d'improbables. Tu as lu le guide du routard galactique. Il y a un générateur d'improbabilité infinie. Le caractère improbable des choses a l'air de t'inspirer. Et justement, en parlant de SF, peut-être rapidement, j'aime bien demander, je suis curieux, comment vous avez croisé la SF dans votre vie ? Est-ce que ça a été une grande influence ? Quelles œuvres ? Ou est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots là-dessus, sur les œuvres qui vous ont marqué et qui ont compté pour vous ? Sylvie ? Moi, un peu comme tout le monde, je pense que j'ai commencé à l'adolescence avec les classiques américains, quoi, avec Asimov, Herbert. Donc plutôt littérature avant cinéma, ou un peu les deux ? Ensemble, je dirais. Pour parler de sous-marins, forcément, il y a Abyss de James Cameron, qui est un de mes films préférés depuis fort longtemps. Et puis j'ai continué petit à petit à lire les auteurs plus modernes. Aujourd'hui, j'aime particulièrement Octavia Butler et Ursula Le Guin, et puis le livre d'Émilie Kerbalek aussi. Voilà, donc je continue à explorer. Je suis très très loin d'avoir tout lu. Et pour écrire Confluence, je suis allé chercher un peu plus en particulier qu'est-ce qui avait été écrit sur l'océan déjà, comme SF sous-marine. Il y en a beaucoup moins que de SF spatial. Il y en a, mais il y en a moins. Ouais. Mais on en trouve. Herbert, par exemple, il n'a pas écrit que Dune, il a aussi écrit Le Dragon sous la mer, qui s'intéresse à l'aspect psychologique dans un équipage de 4 personnes dont la mission est d'aller piquer du pétrole dans un contexte de guerre énergétique. Il y a plein, finalement, il y a beaucoup de livres qu'on peut trouver.
Il y a Abyss de Frank Schätzing, un Allemand aussi que je vous recommande. C'est un thriller très 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 bien sourcé scientifiquement. Oui, il y a aussi des livres où il y a des océans extraterrestres. J'en ai lu un récemment qui est le 2e tome de La Toile du Temps de Adrian Tchaïkovski, où en fait il terraforme une planète glacée au départ. Et donc ils arrivent, alors ça se passe, ils hibernent et ils reviennent voir 1000 ans après qu'est-ce que ça donne leur terraformation. Et ils font coloniser la planète avec des poulpes. Et des poulpes qui rendent intelligents. Enfin bon, voilà, je vous conseille. Le premier dans La Toile du Temps, c'est avec des araignées. Le deuxième, c'est avec des poulpes. C'est super. Il y a le 2e tome du cycle Élévation de David Brun aussi, Marée stellaire. Alors en fait, dans La Toile du Temps, c'est tout le temps des références à Brin. Le vaisseau s'appelle le Brin. Il parle du uplift, l'élévation pour les animaux à qui on injecte un virus qui aide l'intelligence. Ouais. Voilà. Toi, Sean, les œuvres de SF dont tu te souviens ou qui t'ont motivé beaucoup? Le parcours n'était pas trop différent en fait. J'ai commencé quand j'avais adolescent avec des trucs de Arthur Clarke et Asimov et tout ça. Mais après avoir regardé Star Wars un peu obsessivement avant, bien sûr. Mais il y a un exemple qui est vraiment cool, dont tu connais très bien, mais qui vous savez peut-être pas autant, c'est qu'il y a un livre vraiment super de Arthur Clarke qui s'appelle Rendez-vous avec Rama, où il y a un objet qui vient de l'extérieur du système solaire et qui traverse le système solaire. Et c'est tout un enjeu d'aller l'explorer. Et à la fin, c'est un vaisseau extraterrestre et ce genre de choses. Et quand on lit tous les détails de quand l'objet a été détecté et on commence à le caractériser et réfléchir à ce que ça pourrait être, c'est vraiment un parallèle extraordinaire avec ce qui s'est passé il y a 7 ans maintenant, avec Oumuamua, le premier objet interstellaire qui est passé dans le système solaire. Et celui-là, on ne pense pas que c'est extraterrestre. Il ne faut pas écouter ce gars de Harvard qui est... Mais en tout cas... Mais juste d'avoir prévu ce genre d'image et ensuite que ça a lieu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je sais que Franck a fait beaucoup de recherches et connaît très bien aussi. C'est pas que j'ai fait des recherches, c'est que le parallèle avec Arthur Clarke m'a fasciné. Donc j'ai écrit un truc qui est censé être un chapitre de livre. Alors j'espère que quand le livre sortira un jour, on n'aura pas découvert 10 000 autres objets interstellaires avec le LSST, parce que le mien va être anachronique. Mais par exemple, pour vous dire moi ce qui m'a fasciné, c'est que Oumuamua a été détecté avec un télescope qui s'appelle Pan-STARRS, qui est le fleuron d'un réseau de télescopes qu'on appelle Safeguard, qui a été mis en place dans les années 90 pour répertorier tous les petits corps du système solaire qui croisent l'orbite terrestre et qui pourraient représenter un danger d'impact pour la Terre. Et dans le roman Rendez-vous avec Rama, c'est exactement comme ça que Rama est découvert. C'est avec un projet, un réseau de télescopes, parce que Rama démarre avec un gros impact sur Terre en Italie qui détruit toute une région. Et donc ils mettent en place ce Safeguard et ils détectent Rama. Et dans Rama, ce réseau de télescopes s'appelle Safeguard, comme le nôtre. Et le nôtre a été fait après, et il a été nommé Safeguard en hommage au roman Rendez-vous avec Rama de Clarke. Et c'est ce réseau qui a détecté le premier objet interstellaire, comme dans Rama de Clarke. Donc, et ça, c'est que le début de plein de va-et-vient. Je ne vais pas en dire plus, mais il y en a une dizaine d'autres comme ça. Ça m'a tellement donné le vertige que j'ai écrit un essai là-dessus. Mais voilà. Nicolas Martin, avec qui je fais ça, il m'a dit c'est pas bien, il faudrait faire. Donc je vais m'y remettre. Ouais, il y a plein de trucs. Clarke, c'est vraiment... Et on parle de monde océan. Arthur Clarke était complètement fasciné par le monde des océans. Et il avait une maison au Sri Lanka. Ouais, il avait quand même beaucoup vendu de livres. Il avait touché un peu d'argent avec 2001, même si ce n'était pas un énorme succès. Et il avait une maison au Sri Lanka qui démarrait sur la côte et qui finissait sous l'eau. Ouais. Et toi, Théo, la SF, ça te parle? C'est plus des choses. Oui, complètement. Alors, j'ai commencé par ce qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, donc c'était Barjavel, Ravage, des choses comme ça. Après, bizarrement, je pense que le premier livre qui m'a plongé là-dedans, c'est pas un livre de SF. Pour moi, c'est Poussière d'étoiles d'Hubert Reeves. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, le monde, il est surréel, quoi. Mais j'avais peut-être 12-13 ans, et puis après, la vraie littérature de SF, je pense vraiment ma première histoire d'amour là-dedans, c'est peut-être Hyperion de Dan Simmons, que je trouve absolument incroyable. Et qui, en plus, sera jamais adapté au cinéma parce qu'il faudrait le budget de la NASA, donc on est tranquille, ça sera jamais... Si tu veux, tu vas croiser dans les couloirs ici et permanent Jean-Daniel Breck, qui était le traducteur de Dan Simmons et qui l'a bien connu, qui a dormi chez lui
et tout ça. Et alors, il s'est fâché après parce Oui, que bah, Dan j'ai vu Simmons qu'il s'est fâché avec tout le il monde. est parti un peu. Mais ouais. juste, ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est pas grave si on fait des digressions qui s'éloignent des Waterworld. Donc, Jean-Daniel Brek, que vous pouvez croiser par là, il a dormi chez Dan Simmons dans une chambre où Stephen King a dormi et a fait un cauchemar terrible. Et ça, je trouve ça génial. Et lui, il a eu peut-être de très beaux rêves à cet Il endroit-là. faut lui demander. En tout cas, il est très triste de la façon dont a viré Dan Simmons et de plus avoir de contact avec lui. Mais ouais, Hyperion, si vous l'avez pas lu, c'est quand même un sacré voyage. Une synthèse de la SF. Au moment où il l'a écrit, il a un peu balayé tous les genres qu'il y avait eu avant lui d'une façon assez... Les premières 100 pages sont quand même très austères. Faut passer les. Mais quand même, c'est une sacrée. Donc voilà, ben on a fait des voilà. Ok, ben la SF très bien. Le sujet du, il veut pas du tout le livre. Le sujet, c'est donc les Waterworld. Et donc juste peut-être une question peut-être à nouveau pour Sean. Qu'est-ce qu'on entend en fait en astrophysique par planète océan ou Waterworld, ou est-ce que c'est bien défini, parce qu'on entend. Alors Théo a fait un épisode sur les planètes océans et qui est en train de passer là, donc vous aurez des informations là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? À mon avis, c'est pas un terme qui est super bien défini en astrophysique en fait. Parce que nous, quand on pense à des planètes océans, on pense à des choses comme ça, où on voit une planète couverte d'océans, bien sûr. Comme la Terre l'est presque. Donc on pourrait se dire, la Terre, si elle avait juste un petit peu plus d'eau, ça serait vraiment une planète océan, parce qu'on n'aurait peut-être pas de continent du tout. Mais à la fin, la Terre a le budget en eau de la Terre est très faible. C'est seulement une partie sur 1000, si on prend la Terre entière en compte. Donc la plupart de la Terre, c'est des roches. Ensuite, il y a du fer, ensuite, il y a des autres choses, et l'eau, c'est tout en bas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'eau en fait sur Terre, même si on est recouvert d'océans. Donc, pourquoi c'est important? C'est quand on cherche des planètes autour d'autres étoiles, qu'est-ce qu'on peut mesurer? On ne peut pas prendre des photos comme ça et avoir est-ce que c'est vraiment recouvert d'océans ou pas? On peut faire des mesures assez simples. On peut essayer d'estimer la densité de la planète, par exemple. Donc, si on faisait la densité de la Terre, on verrait que c'était une roche, mais on ne verrait pas qu'il y avait une petite couche d'océan par-dessus. Donc, pour être confiant qu'on trouve vraiment une planète qui est recouverte d'océans autour d'une autre étoile, il faut qu'on mesure quelque chose qui est différent des roches. Donc il faut que la densité soit plus vers la densité de l'eau, qui est beaucoup plus faible que les roches, par exemple. Et exactement comment on détermine ça, il y a plein de façons de faire. Et parmi les spécialistes qui font ça, il y a des gens avec qui collaborent, par exemple Franck ou Benjamin ou d'autres. Donc, je vais un peu dans les cercles, mais à mon avis, ce n'est pas un terme qui est vraiment bien défini et ce n'est pas une connexion vraiment directe entre les images auxquelles on garde en tête et ce qu'on peut mesurer et qu'on peut être confiant en termes de planètes autour d'autres étoiles. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'on a des candidats, c'est-à-dire que dans les exoplanètes qu'on connaît, on connaît des objets qui ont des densités assez faibles, qui pourraient être composés par exemple de roches et de, non pas 0,1% d'eau comme la Terre, mais peut-être de 10%, voire plus. Donc là, ça se voit dans l'acier. Mais c'est un problème qu'on dit dégénéré. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi par exemple une planète rocheuse, et au lieu de faire baisser sa densité avec de l'eau, enfin d'avoir une densité faible à cause de l'eau, ça pourrait être une atmosphère d'hydrogène. Et donc on a aussi des moyens pour sonder leurs atmosphères. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve une planète avec une faible densité, dont l'atmosphère qu'on arrive à sonder n'a pas beaucoup d'hydrogène. Et là aussi, on commence à avoir un ou deux cas que peut-être, c'est pas encore avéré, on pourrait dire que c'est pas des grosses boules d'hydrogène. Et alors après, ces planètes-là, généralement celles qu'on connaît sont un peu trop chaudes pour avoir de l'eau liquide, donc l'eau va être vaporisée. Mais si elles existent, on aura forcément des planètes. On pense qu'il devrait y avoir des planètes où il y aura des océans, non pas comme sur Terre en moyenne de 3 km, même s'il y a des endroits où ça va jusqu'à 10 km, mais là on pourrait avoir des océans de 100, de 1000 km de profondeur. Et c'est juste exactement ce que vous avez là à l'image, exactement. Qui sont des extraits d'un papier de nature qui parlait des différentes épaisseurs. Voilà. Et on pense qu'il y a un véritable continuum entre tous les types de planètes dont le système solaire finalement n'échantillonne qu'une toute petite partie de la diversité. Une chose qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'en climatologie, par exemple, on considère souvent des planètes couvertes d'eau, on les appelle les aquaplanètes. C'est simplement qu'on a envie de voir en fait comment se passe la circulation atmosphérique quand il n'y a pas de continent, pour justement comprendre le rôle qu'ont les continents sur la circulation atmosphérique.
Et souvent, quand on étudie le climat de planètes autour d'autres étoiles, on n'a aucune idée de savoir. Il y a des planètes qui pourraient être qui sont à la bonne distance pour éventuellement avoir des océans si elles ont de l'eau liquide et la bonne atmosphère. Mais par contre, on n'a aucune idée de savoir si elles ont des continents ou pas. Donc nous, dans modélisation, on simplifie et on fait une planète qui est une sphère avec de l'eau. Et forcément, la réalité est sûrement bien, bien différente. Et voilà. Et donc, aquaplanète, ça peut être un monde qui est couvert d'océans. Ce qu'a été la Terre, vous l'apprendrez dans l'exposé de la conférence de Benjamin. Au début, avant que les continents se forment, on avait sûrement une planète où il y avait sinon pas de terre émergée, mais peut-être juste quelques îles. Donc la Terre a été une planète océan et voilà, il y a des planètes où il y a beaucoup d'eau. Ce serait quoi pour toi, à part l'océan refuge de confluence, une planète océan, un Waterworld? Moi, c'est peut-être pas très rigoureux scientifiquement, mais du coup, pour moi, la Terre, c'est l'exemple parfait du monde aquatique, parce que ce qui distingue la planète Terre parmi toutes les planètes qu'on connaît, c'est la présence de la vie. Et en fait, elle est complètement indissociable de l'eau, même si cette eau est une toute petite part de la masse de la planète. Il me semble qu'une des suppositions principales de l'apparition de la vie, c'est dans l'eau, puisque les plus anciens fossiles qu'on connaît, ils sont datés à 3,5, 4,1 milliards d'années, je crois. 3,5. Et ce sont des micro-organismes marins. Et puis, l'oxygène est apparu dans l'atmosphère suite au développement des cyanobactéries, donc des algues photosynthétiques qui ont transformé le CO2 qui était très présent dans l'atmosphère en oxygène. Et encore aujourd'hui, 50% de l'oxygène qu'on respire est issu de la photosynthèse des algues, du phytoplancton. Je crois que c'est même beaucoup plus que ça. Mais, il y en a qui se connaissent de meilleurs chiffres. Ouais, 70 même. C'est largement dominé par... Ok. En fait, c'est la précipitation des algues qui fait que la matière organique est isolée et que du coup ça laisse de l'oxygène. Ça c'est pour le CO2, oui. Non, mais pour l'oxygène aussi, c'est l'enfouissement du carbone qui crée l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère. Donc il faut la photosynthèse et il faut l'enfouissement du carbone. Exactement. Donc il faut ce cycle-là qui dépend totalement de l'océan. C'est pour ça que les forêts, l'Amazonie par exemple, ne produit pas nettement de l'oxygène. Pour que l'Amazonie produise de l'oxygène, il faut qu'une partie des arbres tombe dans des régions anoxiques et passe dans des sédiments. Et c'est une toute petite partie par rapport aux sédiments d'algues qui s'empilent au fond des océans, qui est la source d'oxygène, mais qui met des temps très 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 longs à s'accumuler. Mais ça, Benjamin, il va en parler aussi beaucoup. Mais c'est tout à fait correct ce que tu as dit, c'est scientifiquement très bien. Parfait. Voilà, donc c'est ça qui me fascine un peu dans les océans sur la planète Terre. Et d'ailleurs, nous, astrophysiciens, quand on parle de planète habitable, en fait, on n'est pas du tout biologiste, donc on ne devrait pas utiliser ce mot. Et en fait, nous, on a une vision de l'habitabilité qui est une vision de physicien, où nous, c'est juste là où il y a de l'eau. Bien sûr, on pense que l'eau, les biochimistes nous disent l'eau est certainement une condition nécessaire à la vie, mais elle est bien sûr pas suffisante. Donc nous, quand on parle de planète potentiellement habitable, c'est que nos calculs nous Vous êtes plus tolérants qu'eux, en fait. Nous, on est hyper généreux en termes d'habitabilité, tant qu'on nous a pas démontré que c'est pas possible. Quand on entend parfois les journaux dire les océans d'Europa ou de Titan sont favorables à la vie, ça veut juste dire que ça fait encore partie des régions du système solaire qu'on n'a pas éliminées. Mais on est toujours très optimiste. Pardon, j'accapare trop la parole. Théo, toi, Waterworld ou Planète Océan, toi c'est pareil, la Terre c'est déjà un monde océan et... Oh, non, moi j'imagine quelque chose quand même faut qu'il y en ait partout et sur des centaines de kilomètres de profondeur. Ça commence vraiment à me parler. Bon, quelques dizaines, je suis d'accord. Je vois vraiment un truc au film de Kevin Costner sans Kevin Costner, quoi. Et sans les smokers aussi. Mais et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ça nous renvoie à plein de questions. Par exemple, sur Terre, les biologistes, ils ont quand même pendant longtemps pensé qu'il n'y avait pas de vie aux très grandes profondeurs. Alors je sais que la vie la vie qu'il y a autour des fumeurs noirs, on sait que la complexité du métabolisme nous montre que c'est apparu bien après les premières formes de vie terrestre. Mais il n'empêche qu'en 1850, la quasi-totalité des biologistes pensaient qu'au-delà de 500-800 mètres de profondeur, il n'y avait plus rien, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle la zone crépusculaire, donc il y a juste un peu de lumière résiduelle qui arrive à parvenir, et au-delà de 1000 mètres, c'est le noir absolu. Mais depuis toujours, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, il n'y a pas un grain de lumière qui arrive à pénétrer ces régions, et pourtant elles sont
elles sont peuplées. Alors la plupart des organismes dépendent de la vie qui se passe en surface et qui meurt et coule, et du coup c'est la neige marine qui les nourrit. Mais il y a quand même une petite portion de cette vie-là qui vit autour qui vit de la chaleur émise par notre planète. Et si là le soleil s'arrêtait, ces formes de vie-là, en fait, elles sont contrecarrées le coquillard. Elles pourraient vivre pendant des millions d'années encore. Et je trouve ça assez fou. Alors, c'est pas les premières à être apparues, mais... Et elles pourraient vivre grâce à une propriété de l'eau qui est hyper rare, qui est que l'eau solide, en tout cas dans nos régimes de pression, est moins dense que l'eau liquide. Ce qui fait que si les océans gèlent, ils gèlent par le haut et pas par le bas. Et donc la chaleur interne de la Terre suffirait à garder le fond des océans liquides et ces espèces-là pourraient vivre. Et c'est ce même processus qui fait que sur certaines lunes, on a beaucoup d'eau. Tu peux en parler peut-être, Sean, on en parlera un petit peu plus cet après-midi des lunes glacées, mais là il y a quelques belles illustrations qui passent. Des planètes finalement océans au sens de basse densité, on en connaît, mais c'est des lunes. Oui, c'est bien ça. Il y a les lunes de Jupiter et Saturne et les autres planètes géantes qui sont vraiment très très riches en eau. Et selon les modèles internes, il y a même probablement des océans liquides sur ces lunes en dessous d'une couche de glace à la surface. Et donc la couche de glace à la surface pour Europe, je ne suis pas au courant des dernières données, je pense que c'est vers 10 km de largeur, quelque chose comme ça. Donc c'est assez large, ce n'est pas évident d'y aller avec une pelle et descendre. Il faut vraiment réfléchir à ça. Et par exemple sur Ganymède, qui est la plus grosse lune de Jupiter, qui est même plus massive que la planète Mercure. Donc là-dessus, il y a un océan qu'on pensait très profonde, avec beaucoup d'eau. Le budget en eau, à la fin de Ganymède, est très grand. Et donc, on aimerait y accéder. Est-ce que c'est possible d'avoir la vie? Ça, c'est des questions qu'on se pose tous. Et il y a beaucoup d'idées qui entrent là-dedans. Tout le monde aimerait bien y aller et tester. Mais on n'a pas de réponse finale en ce moment. Après, on a un peu accès à cette eau parce qu'il y a des geysers, en fait. Il y a des fractures et il y a de l'endroit où l'eau sort. Donc il y a des geysers sur Europa, il y en a sur Encelade. Et la sonde Cassini, elle est passée dans ces éjectats d'Encelade et elle a pu un petit peu étudier une partie de l'eau qui a été éjectée. Et voilà, mais on en parlera un petit peu plus cet après-midi. Sylvie, ça t'inspirait comme ça d'imaginer un monde océanique, mais avec un couvercle, tu vois, un truc où il n'y a pas de surface, où tu es en sandwich entre soit une couche de glace et une couche de glace à haute pression, soit une couche de glace et puis un truc rocheux. C'est quand même un peu claustrophobique, cette vision. C'est un peu claustrophobique, mais comme la vie sous l'eau dans un sous-marin. Oui, ça m'inspirerait tout à fait, mais en fait, ça rend la surface inaccessible de la même façon que je l'ai fait. Donc je ne sais pas si ça rajoute des contraintes physiques supplémentaires, le fait d'avoir la glace au-dessus. Et quand même, je réalise que Titan a un océan interne, on n'a pas de preuves, mais on le pense, et on va envoyer un hélicoptère, quand même, et il faut qu'il t'engage. Donc on en parlera cet après-midi, il y a une mission Dragonfly de la NASA, où en fait, on s'est déjà posé sur Titan avec une sonde qui s'appelait Huygens. Et là, il y a un projet, plus qu'un projet, d'envoyer un drone, un petit hélicoptère qui va se poser à différents endroits. Les hélicoptères sont à la pointe de l'exploration spatiale. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu un sur Mars. Il y en a sur Mars aussi. C'est quand même incroyable. Je me permets une question, moi. Ouais. Quand vous modélisez, que vous observez les nuages qui vont de systèmes planétaires en formation, est-ce que vous avez une estimation assez précise de la quantité d'eau qu'ils contiennent? Et est-ce qu'à partir de ça, on peut faire des modèles pour savoir quelle proportion d'eau on peut avoir en sortie dans les planètes océans? Et est-ce que l'eau est si rare que ça dans ces nuages? C'est une bonne question. Donc, dans les régions de formation des étoiles et des planètes, il y a beaucoup d'eau. L'eau est une molécule qui est très commune dans l'univers. C'est en fait beaucoup plus rare sur la Terre que dans l'univers en soi. C'est plutôt le processus de comment l'eau dans un nuage comme ça parvient à finir sur une planète où il y aurait des océans et tout ça. Et donc, pour aller d'un gros nuage de gaz moléculaire où il y a des étoiles qui se forment avec des disques autour, et c'est dans ces disques qu'il y a la formation des planètes qui a lieu. Il y a plein d'étapes. Et la partie qui est vraiment, je pense,
que j'appelais un paradoxe auparavant, mais ce n'est pas vraiment un paradoxe, c'est pas un paradoxe un peu faux. C'est cette idée que être à la bonne température, si on est à la bonne température, quand tout est fini, si une planète soit à la bonne température pour avoir les conditions favorables, au moins avec une certaine atmosphère, pour avoir l'eau liquide en surface, donc une planète qu'on appelle habitable pour les astrophysiciens, on pense la plupart du temps c'était trop chaud pendant la formation pour avoir l'eau liquide. Donc c'est un peu ça, ou l'eau qui est incorporée dans les roches. Et ce que j'ai dit n'est pas à 100% vrai, on pense que c'était le cas pour la Terre au moins. Et quand on fait des modélisations avec des différentes idées, c'est possible qu'il y a des cas où il peut y avoir de la glace vraiment là où serait la Terre autour du Soleil. Et dans ces cas-là, on pourrait avoir de l'eau. Ce qui serait différent là, c'est la Terre se formerait avec 10% d'eau, quelque chose comme ça, au lieu de 0,1% d'eau. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on a juste un petit peu d'eau, on n'est pas sec, on n'est pas une planète avec 10% d'eau, mais on a juste la bonne quantité pour la vie, au moins pour nous. C'est ça. Donc il y aurait un scénario de formation de la Terre qui partirait de plus d'eau et elle aurait été asséchée. Ça serait possible ça? Ou on reste sur l'eau est arrivée après Pour notre Terre, non, parce que c'est pas aussi facile que ça de perdre beaucoup d'eau. Donc on ne pense pas que l'eau a perdu autant d'eau que ça. Peut-être un peu, peut-être un facteur de 5 ou 10, mais pas des tonnes. Par contre, si la Terre se formait 5 fois, 10 fois, et on faisait l'expérience de penser de faire ça, si les conditions étaient différentes, par exemple, si on n'avait pas de Jupiter dans notre système solaire, c'est possible que la Terre puisse se former, mais au lieu d'avoir juste un tout petit peu d'eau, il y aurait 100 fois plus. Donc il y a tout, c'est vraiment le système entier qui rentre en jeu, c'est pas juste une chose à la fois. Alors vous allez avoir l'occasion de discuter avec eux si vous les suivez sur le stand où ils dédicacent, mais quand même j'aimerais bien prendre une ou deux questions avant qu'on se sépare. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui. Par rapport à la définition de planète océan en science-fiction, quel serait l'intérêt d'une planète océan sans forme de vie? Je dis ça comme ça, c'est-à-dire que pour moi une planète océan, c'est une planète où il y a suffisamment d'eau, enfin beaucoup d'eau, une majorité d'eau, voire que de l'eau, mais où il y a de la vie. À part une source d'eau exploitable, quel serait l'intérêt en science-fiction d'une planète océan inhabitée? C'est peut-être idiot comme question, mais pour moi la définition de la planète océan ne se dissocie pas de la présence de vie. Oui, je ne suis pas sûr d'ailleurs que... Je ne sais pas si vous voulez répondre, je ne suis pas sûr qu'il y ait des romans de science-fiction où il y a une planète... Il y a celle que j'ai citée dans La Toile du Temps, le tome 2, où au départ, cette planète n'a pas de vie, mais elle y est injectée. Ça vous inspire, vous, une planète océan sans vie? Pas du tout. S'il n'y a pas de vie, je ne vois pas par quoi on peut faire commencer l'histoire. On peut s'amuser à raconter des histoires de cailloux, mais ça ne va pas très très loin quand même. Moi, je trouve ça très cool. C'est des histoires de paysages. Bon, ça fait une nouvelle, quoi. Ça fait une micro-nouvelle. Ça me fait penser à Interstellar, le film. Il y avait cette planète océan qui était autour d'un trou noir. Et je me souviens pas qu'il y avait de la vie dessus, au moins. Mais il y avait juste les océans qui n'étaient pas très profonds, mais il y avait, à cause du trou noir, il y avait ces effets de marée gigantesques et cet effet de la vague gigantesque qui les approche. C'était magnifique. Et il n'y avait pas la vie là, mais c'était juste pour montrer quelque chose de différent, de naturel. En fait, ça fait un background super intéressant, avec des phénomènes naturels éventuellement spectaculaires. Mais tant qu'on n'y amène pas la vie par des explorateurs ou des personnages, il s'y passe rien et il y a personne pour les voir et pour interagir avec, quoi. Mais c'est une vraie question en fait pour les gens qui travaillent sur les origines de la vie, par rapport à ce qu'avait dit Sean tout à l'heure, de savoir s'il peut y avoir trop d'eau en fait sur une planète. Est-ce que trop d'eau pourrait poser un problème, notamment en diluant trop les éléments importants à la vie pour certains cycles biogéochimiques? C'est une vraie question de savoir est-ce que nous justement on n'est pas bien avec notre petite goutte sur ce caillou. C'est assez fascinant d'imaginer. De toute façon, les planètes sans vie, ça a quand même été une surprise. Au début, on peuplait toutes les planètes, puis quand on y est allé, c'est vrai que c'était un peu tristouné, quoi. D'autres questions? Dans la thématique, vous parlez de vie possible sur ou sous l'eau. Et on n'en a pas beaucoup parlé, ou peut-être il y a des œuvres qui... Moi, c'est une source d'inspiration majeure. Oui. En fait, une fois que j'avais décidé de placer
mon univers sous l'océan, j'ai commencé à me documenter sur ce qui s'y passait. Et puis là, j'ai mis le doigt dans un engrenage. La biologie marine, c'est un truc assez formidable, avec des dynamiques particulières qui diffèrent assez de celles qu'on peut trouver, qui sont plus développées sous l'eau que sur Terre, notamment les notions de symbiose et puis les organismes coloniaux, où il y a plein de petits... les siphonophores et les pyrosomes. Ce sont des colonies de myriades de petits organismes indépendants, mais qui agissent ensemble comme un super-organisme. Ils arrivent à se coordonner sans système nerveux commun. On ne sait pas trop comment. Un petit peu, ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a servi de source d'inspiration dans un des ressorts majeurs du livre. Puis j'avais envie de parler du rapport entre individualité et collectivité, et du coup ce truc des organismes coloniaux qui arrivent à coopérer naturellement, ça résonnait totalement. Oui. Et toi, tes bestioles bizarres favorites? J'aurais vraiment rejoint les siphonophores. Si ça vous intéresse, il y a 1 mois et demi, j'ai justement fait une première vidéo d'une série qui commence sur les abysses, où là on plonge pas, parce qu'on est vraiment dans la zone crépusculaire et dans la zone de minuit, pleine abyssale et tout. Et donc on montre pas mal d'images de la NOAA, du Mbari Institute, de l'Ifremer. Et les siphonophores, c'est des trucs absolument gigantesques. Surtout, on perd l'échelle, en fait, parce qu'il y a... alors si, il y a les lasers du rover qui donnent l'échelle, mais on a du mal à la lire. Mais les siphonophores, ça peut faire 100 mètres, ça peut être enroulé, c'est bioluminescent, on dirait des sachets plastiques qui... Enfin, la première fois qu'ils les ont vus, ils pensaient d'ailleurs que c'était du plastique qui flottait, mais en fait, c'est absolument désarçonnant comme créature. Et toutes les créatures des abysses, en général, sont assez folles à observer. Les poissons, ils sont gélatineux, ils ont plus d'yeux, ils sont plus ou moins transparents. Ils ont du cartilage, mais en fait tous leurs os sont décalcifiés pour arriver à... Parce qu'il y a une carence en calcium aux grandes profondeurs. Du coup, il y a des adaptations absolument improbables. Les aliens ne sont pas dans l'espace, ils sont sous l'eau. Oui, ils sont extraterrestres, ils sont maritimes. Des habitats, vous voulez dire Alors, je peux juste donner un exemple, en fait, où c'est le cycle élévation de David Brin, où, en fait, ils ont amené à l'intelligence différentes espèces, dont les dauphins. Et du coup, les dauphins sont des personnages du livre, et on les suit notamment dans certaines autres planètes, dans les océans, où et les vaisseaux sont remplis d'eau. Et donc, l'humain a l'air d'être difficilement, mais moi, ça m'avait marqué, David Brin, il le fait très bien. Et là, oui, les dauphins explorent des océans extraterrestres. Et il y a eu des tentatives dans la réalité aussi de faire des habitats sous-marins. Ça a commencé dans les années 60 avec Cousteau, qui a fait des maisons sous-marines entre 10 et 100 mètres de profondeur, qui s'appelait Précontinent 1, 2 et 3. Ensuite, il y a eu l'architecte et océanographe Jacques Rougerie, dont certains projets ont été concrétisés, notamment des habitats labos sous-marins pour faire de la recherche, et puis d'autres sont restés à l'état de projets comme Sea Orbiter, qui est une plateforme dérivante semi-immergée, donc avec une partie aérienne et une partie sous l'eau. Celle-là est restée à l'état de projet. Et puis actuellement, il y a les missions Gombessa du biologiste Alain Balesta, qui lui a passé en 2019 45 jours, je crois, sous la Méditerranée, dans un habitat pressurisé, ce qui lui permet en fait de faire de l'exploration sous-marine en se débarrassant du problème des paliers de décompression. Ouais. Parce qu'il peut rester donc des heures sous l'eau et puis retourner dans son habitat pressurisé et faire, au lieu de rester quelques minutes comme quand on est contraint par le problème de la décompression, il peut passer des heures à observer la Méditerranée. Il y a tout un documentaire là-dessus qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Planète Méditerranée et qui est disponible sous forme d'épisodes. Si vous voulez aller regarder, c'est top. C'est absolument incroyable. Par contre, c'est rustre. Ils sont vraiment à 4 dans une capsule de 5 mètres carrés. Le taux d'humidité est de 100%. Et je crois aussi que la NASA a une station mais qui est à 20 mètres où les astronautes vont s'entraîner. Ouais, mais globalement, les conditions sont les mêmes de vie que dans l'espace, sont terribles.
Ouais, c'est ça. On va laisser la salle. Je vais juste finir avec une anecdote que m'ont raconté des gens qui sont descendus dans des fosses abyssales avec le Nautile. Et il y a un bizutage pour les premiers. C'est que quand vous êtes à plusieurs milliers de mètres de profondeur, avec une petite seringue, ils vous font tomber quelques gouttes sur le cou. Donc, personne fait ça plusieurs fois. Et il dit, mais au bout d'un moment, il dit, mais je sens de l'eau. Il dit, oh, c'est rien, c'est de la condensation en goutte, elle n'est pas salée. Et bien sûr, ils mettent de l'eau salée. Et donc, le gars goûte, il fait, elle est salée. Ils sont un peu durs parfois. Voilà, mais on va vous... Merci beaucoup aux invités, c'est passionnant. On a envie de rester discuter avec vous des heures et vous pouvez continuer. On a la chance de ne pas être un festival gigantesque, donc nos invités sont accessibles. Profitez-en. Au revoir. Merci. Merci.